Quelqu'un te manque de respect. Ton sang ne fait qu'un tour. Ta mâchoire se contracte. Chaque fibre de ton corps hurle de répondre avec force. Et c'est là que tu commets l'erreur, celle qui te fait perdre 2 fois. Tu réagis. 30 secondes plus tard, tu as dit quelque chose que tu regrettes. Ta voix s'est envolée, ta contenance disparue, et la personne qui t'a manqué de respect a maintenant exactement ce qu'elle voulait. La preuve qu'elle peut te contrôler. La preuve qu'un simple commentaire peut te faire perdre les pédales. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il observait que celui qui perd son calme perd la bataille. Peu importe si tu avais raison, peu importe si le manque de respect était injustifié. Au moment où tu réagis émotionnellement, tu as perdu. Et les neurosciences modernes ont confirmé exactement pourquoi cela se produit. Des chercheurs ont découvert un phénomène appelé le détournement de l'amygdale. Quand tu perçois une menace, que ce soit une insulte, une humiliation publique ou un commentaire méprisant, ton amygdale, le centre émotionnel du cerveau, active une alarme. En quelques millisecondes, des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline inondent ton système. Cela fait quelque chose de dévastateur pour ta capacité à répondre intelligemment. Ton cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du raisonnement conscient et de la maîtrise de soi, est déconnectée, littéralement. L'activité dans cette zone diminue drastiquement quand tu es en mode combat ou fuite. Cela signifie qu'au moment exact où tu as le plus besoin de penser clairement, ton cerveau t'en empêche. Mais voici ce qui rend cela particulièrement brutal. La personne qui t'a manqué de respect ne subit pas les mêmes conséquences. Si c'était une attaque calculée, cette personne a gardé son calme, tout en détruisant le tien. Et maintenant, elle a un avantage total. Machiavel avait une solution pour cela. Une solution qui va à l'encontre de tous tes instincts, mais qui fonctionne avec une précision chirurgicale. Ne réagis pas, réponds. Laisse-moi t'expliquer la différence et comment l'appliquer, sans donner l'impression que tu fuis ou que tu es à court d'arguments. Premièrement, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la nature des manques de respect. La plupart du temps, ils ne sont pas vraiment à propos de toi. Des recherches en psychologie sociale ont démontré que le manque de respect reflète fréquemment l'état interne de celui qui l'émet, et non la valeur de celui qui le reçoit. Une personne qui attaque est fréquemment une personne qui souffre. Son agression est une projection de sa propre insécurité, de sa frustration ou de son besoin de contrôle. Cela ne justifie pas le manque de respect, mais le comprendre change complètement la façon dont tu le traites. Quand quelqu'un te manque de respect, il ne révèle pas quelque chose sur toi. Il révèle quelque chose sur lui. Mais calme-toi, car c'est ici que la plupart se trompent. Comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Ton cerveau a des millions d'années de programmation évolutive qui disent que quand on t'attaque, tu réponds avec force. Tu as besoin d'outils pratiques pour annuler cette programmation. Voici le premier outil, soutenu par les neurosciences, la technique de l'étiquetage émotionnel. Des chercheurs ont découvert que le simple fait de nommer tes émotions a le pouvoir de calmer l'amygdale. Quand tu sens la rage monter, au lieu d'agir en conséquence, tu la nommes intérieurement. Je ressens de la rage, je ressens de l'humiliation, je ressens l'impulsion d'attaquer. Cet acte apparemment simple fait quelque chose de puissant dans ton cerveau. Il active le cortex préfrontal. La zone de raisonnement qui a été déconnectée par le détournement de l'amygdale commence à se reconnecter. Pas instantanément, mais suffisamment pour te donner une fenêtre de contrôle. John Pratlett, expert en neurosciences du leadership, explique que réfléchir sur tes sentiments et les étiqueter peut t'aider à calmer l'amygdale, te permettant de sortir du mode combat ou fuite. C'est un peu comme si vous nommiez la bête avant qu'elle ne vous dévore, mais cela demande de la pratique. Tu ne peux pas espérer le faire parfaitement la première fois que quelqu'un t'insulte. C'est une compétence qui se développe avec la répétition, comme une arme que l'on affine. Le deuxième outil est celui que Machiavel aurait adoré, la pause stratégique. Quand quelqu'un te manque de respect, la réaction naturelle est de répondre immédiatement.
Mais cette réaction est exactement ce qu'ils attendent. Elle leur donne du matériel pour continuer l'attaque. Elle leur confirme qu'ils peuvent te contrôler. Au lieu de répondre automatiquement, fais une pause de 3 à 5 secondes. Regarde la personne directement, pas avec agressivité, avec un calme absolu. Ce simple acte fait plusieurs choses simultanément. Premièrement, il démontre que tu as le contrôle sur tes réactions. Tu n'es pas une marionnette qui danse à chaque fois que quelqu'un tire les ficelles. Deuxièmement, il crée un inconfort chez l'attaquant. Les êtres humains sont programmés pour percevoir le silence comme une désapprobation. Cet inconfort fait fréquemment que l'autre personne adoucit sa position ou révèle plus qu'elle ne le voulait, un peu comme un joueur de poker qui révèle un tic. Troisièmement, il te donne le temps pour que ton cortex préfrontal se reconnecte. Ces 3 à 5 secondes peuvent être la différence entre une réponse destructive et une réponse stratégique. Les chercheurs de Harvard ont démontré que cette pause, combinée à une respiration profonde, peut réduire significativement la réponse de stress. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 4, expire pendant 4. Répète. Ton rythme cardiaque baisse, ton esprit s'éclaircit. Mais il y a quelque chose de plus sur la pause que peu comprennent. Ton langage corporel pendant ces secondes communique plus que n'importe quel mot. Maintenir un contact visuel sans cligner excessivement des yeux signale la confiance. Tes épaules doivent rester relaxées, pas tendues. Ta posture, droite mais pas rigide. Tes mains, visibles et quiètes. Tout cela communique un message clair. Tu ne m'affectes pas. J'ai le contrôle total de cette situation. C'est ce que les experts en communication non verbale appellent la présence de pouvoir. La capacité d'occuper l'espace psychologique sans avoir besoin de mots. Un silence qui en dit long. Une étude du Forum économique mondial a constaté que les employés qui maîtrisent ce type de présence silencieuse reçoivent des évaluations de performance plus élevées et construisent des relations de travail plus fortes. Ce n'est pas seulement ce que tu dis après la pause, c'est comment tu occupes l'espace pendant celle-ci. Et maintenant, vient la partie cruciale après la pause. Tu as des options, et le bon choix dépend de la situation. Laisse-moi te donner un exemple concret. Antoine était directeur marketing dans une entreprise de technologie. Lors d'une réunion avec tout le conseil d'administration, le PDG l'a interrompu au milieu de sa présentation et a dit devant tout le monde « Encore une fois avec tes idées qui ne fonctionnent pas. » L'humiliation était publique, intentionnelle, dévastatrice. L'Antoine d'il y a 5 ans aurait explosé. Il aurait défendu ses idées avec une voix élevée. Il aurait souligné les succès passés. Il aurait créé une scène que tous se rappelleraient pour les mauvaises raisons. Mais l'Antoine d'aujourd'hui a fait quelque chose de différent. Il a fait une pause. Il a respiré. Je catalogue intérieurement ce que je ressens. J'éprouve de l'humiliation. J'éprouve de la rage. Ton sang ne fait qu'un tour. Ta mâchoire se contracte. Puis je fixe le PDG droit dans les yeux et dis d'une voix calme « Je comprends ton point de vue, mais les données montrent des résultats différents. Puis-je continuer ? Je ne me défends pas. Je n'attaque pas. Je ne me justifie pas. Je reconnais simplement. Je recadre. Et je demande la permission de continuer. » Le PDG, qui s'attendait à une explosion, ne sait pas comment répondre. Le silence se fait dans la salle. Et Antoine poursuit sa présentation avec une maîtrise totale. Après la réunion, 3 membres du conseil d'administration s'approchent d'Antoine en privé. Ils disent tous des variantes de la même chose. « Comment as-tu fait pour rester calme ?» « Moi, j'aurais perdu le contrôle. » Cette réunion change la perception d'Antoine dans l'entreprise. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la manière dont il l'a dit, à cause du pouvoir qu'il a démontré en ne réagissant pas. Mais voici une chose importante que tu dois comprendre. Le manque de respect du PDG n'a pas disparu. La relation entre Antoine et son chef est restée compliquée. Mais Antoine a gagné quelque chose de plus précieux qu'une dispute. Il a gagné le respect, pas du PDG, de tous les autres dans la salle. Et finalement, de lui-même. Parce que chaque fois que tu restes calme sous une attaque, tu renforces ta propre image de contrôle. Ton cerveau enregistre. Je n'ai pas perdu le contrôle. Et cette preuve s'accumule. Maintenant, laisse-moi t'expliquer le 3e outil qui est le plus avancé.
La technique de la distanciation. Des chercheurs de Stanford ont découvert que les personnes qui utilisent un autodialogue distancié gèrent mieux les situations de stress. Au lieu de penser « je suis furieux », elles pensent « Antoine est furieux ». Au lieu de « il m'a fait ça », il est en train de vivre ça. Cela semble étrange, mais ça fonctionne. Quand tu te décris à la troisième personne, tu actives une perspective d'observateur. C'est comme si tu regardais la situation de l'extérieur. Et de l'extérieur, les émotions sont moins intenses, comme une pièce de théâtre où tu n'es plus l'acteur, mais le spectateur. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui utilisaient cette technique recevaient des notes plus élevées pour leur performance et se sentaient mieux aussi. Elles exprimaient moins de négativité avant et après l'événement stressant. Et le plus intéressant, l'effet de la distanciation fonctionne même après que la situation est terminée. Les personnes qui ont décrit un événement désagréable comme un observateur l'aurait vu ont signalé moins de préoccupations que celles qui l'ont décrit de leur propre perspective. Cela signifie que tu peux utiliser cette technique non seulement au moment du manque de respect, mais aussi pour traiter des situations passées qui t'affectent encore. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre à propos de la réponse au manque de respect. Ta réponse entraîne les autres sur la façon de te traiter. C'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Chaque interaction établit un précédent. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect et voit ta réaction, cette information est stockée. Ils apprennent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec toi. Si tu exploses, ils apprennent qu'ils peuvent te contrôler émotionnellement. Si tu t'humilies, ils apprennent qu'ils peuvent te piétiner sans conséquence. Si tu t'éloignes sans répondre, ils apprennent qu'ils peuvent te chasser. Mais si tu réponds avec un calme stratégique, ils apprennent quelque chose de complètement différent. Ils apprennent qu'ils ne peuvent pas te prédire, qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi, que toute tentative de manipulation émotionnelle est une perte de temps. Et cela change fondamentalement la dynamique. C'est comme un jeu d'échecs où tu deviens imprévisible. Machiavel a compris cela intuitivement. Il a écrit abondamment sur la façon dont les princes devaient gérer les provocations. Un prince qui répond à chaque insulte avec fureur est prévisible, et ce qui est prévisible est contrôlable. Imaginez Richelieu. Jamais il n'aurait perdu son sang-froid en public. Mais un prince qui choisit ses batailles, qui répond stratégiquement, qui parfois garde le silence et d'autres fois agit avec force calculée, c'est un prince que personne ne peut manipuler. Appliqué à ta vie, cela signifie quelque chose de simple mais puissant. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect et que tu exploses, tu leur enseignes que c'est le bouton pour te contrôler. Chaque fois que tu restes calme, tu leur enseignes que ce bouton ne fonctionne pas. Avec le temps, les personnes arrêtent d'appuyer sur des boutons qui ne fonctionnent pas. Laisse-moi te raconter une autre histoire qui illustre cela parfaitement. Sophie travaillait dans le marketing. Elle avait un client, M. Dubois, qui était connu pour humilier les prestataires. C'était sa façon de négocier. Il insultait, dénigrait, remettait en question la compétence de quiconque se trouvait en face de lui. Les prestataires précédents avaient répondu de deux façons. Certains s'humiliaient, acceptant chaque insulte avec des sourires forcés. D'autres explosaient et perdèrent le client. Sophie a fait quelque chose de différent. Quand M. Dubois a commencé sa routine d'insultes, Sophie l'a écouté en silence. Elle n'a pas souri faussement. Elle ne s'est pas recroquevillée. Elle a simplement observé avec une expression neutre. Quand il a terminé, elle a dit « Je comprends que vous voulez le meilleur prix. Je peux vous expliquer pourquoi notre proposition est compétitive. » M. Dubois a continué. Les insultes ont suivi. Sophie a gardé son calme. Elle a respiré. Pause. Réponse calme. Après 20 minutes, quelque chose a changé. M. Dubois a baissé l'intensité. Les insultes sont devenues moins fréquentes. Et à la fin de la réunion, il a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. « Je respecte votre maîtrise », a-t-il dit. La plupart des prestataires auraient déjà explosé ou seraient sortis en pleurant. Sophie a conclu l'accord, non pas parce qu'elle avait cédé à l'intimidation, parce qu'elle a démontré qu'elle ne pouvait pas être intimidée. Mais voici ce qui est crucial. Sophie ne feignait pas le calme. Elle utilisait les outils. Étiquetage émotionnel intérieurement, pause stratégique, respiration, distanciation mentale.
C'était une performance, comme au théâtre, mais sans le masque. À l'extérieur, cela ressemblait à un contrôle naturel. À l'intérieur, c'était une bataille qu'elle gagnait seconde après seconde. C'est la réalité que personne ne te dit sur le fait de garder son calme sous une attaque. Ce n'est pas facile. Cela ne devient jamais facile. Mais cela devient possible. Et avec la pratique, cela devient plus automatique. Des chercheurs de l'université de Stanford ont constaté que la maîtrise de soi fonctionne comme un muscle. Elle peut être entraînée. Des études montrent que pratiquer la maîtrise de soi dans des situations mineures augmente ta capacité de maîtrise de soi dans des situations majeures. Cela signifie que chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une petite contrariété, tu entraînes ton cerveau à ne pas réagir à de grandes provocations. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que Machiavel a compris profondément. Il y a des moments où le silence n'est pas la bonne réponse. Si le manque de respect affecte ta réputation publiquement et que tu ne réponds pas, cela peut ressembler à un aveu de culpabilité. Si permettre l'irrespect crée un modèle que d'autres suivront, tu dois agir. Machiavel était pragmatique. Il ne suivait pas les règles aveuglément. Il évaluait chaque situation en fonction de ses conséquences. La bonne question n'est pas « devrais-je garder mon calme ?» Le calme est toujours juste. La bonne question est « quelle action stratégique dois-je entreprendre à partir du calme ?» Parfois, l'action est le silence. Parfois, c'est une réponse verbale mesurée. Parfois, c'est s'éloigner. Et oui, parfois, c'est la confrontation directe. Mais la confrontation dans le calme est complètement différente de la confrontation dans la rage. Quand tu confrontes dans la rage, ton objectif est de décharger une émotion. Quand tu confrontes dans le calme, ton objectif est d'obtenir un résultat. La différence est énorme. Laisse-moi te donner un exemple de confrontation stratégique dans le calme. Antoine était chef d'équipe de 10 personnes. L'un de ses subordonnés, Frédéric, avait l'habitude de faire des commentaires sarcastiques sur les décisions d'Antoine pendant les réunions. Les commentaires n'étaient pas des insultes directes. Ils étaient suffisamment subtils pour être niés. Mais ils érodaient l'autorité d'Antoine face à l'équipe. Antoine a été tenté de confronter Frédéric publiquement, de répondre au sarcasme par le sarcasme, de montrer qui était le chef. Mais c'était exactement ce que Frédéric voulait, une réaction émotionnelle qui le ferait passer pour une victime. Au lieu de cela, Antoine a attendu. Après la réunion, il a demandé à Frédéric de rester, en privé, avec une voix parfaitement calme. Il a dit « J'ai remarqué une tendance dans tes commentaires pendant les réunions. Je veux comprendre si quelque chose te préoccupe concernant mes décisions. » Frédéric a nié. Il a dit que ce n'était que des plaisanteries. Antoine a continué « Je comprends. Mais de mon point de vue, ces commentaires affectent la dynamique de l'équipe. J'ai besoin que ça cesse. » Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il n'a pas accusé. Il a simplement établi une limite dans le calme. Frédéric a testé les limites une fois de plus lors de la réunion suivante. Antoine l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Frédéric, nous en avons parlé. » Puis il a continué la réunion. Les commentaires sarcastiques ont cessé. Et voici ce qui est intéressant. Antoine n'a pas eu à crier. Il n'a pas eu à menacer. Il n'a pas eu à escalader le conflit. Il a simplement établi une ligne claire depuis un état de calme total. Et ce calme a communiqué plus de pouvoir que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Il y a quelque chose de fascinant que la psychologie organisationnelle a découvert à ce sujet. Les leaders qui restent calmes dans les moments de conflit sont perçus comme plus compétents, plus fiables et plus dignes d'être suivis. Ce n'est pas seulement qu'ils ont l'air mieux. Ils génèrent littéralement plus de loyauté et de respect de la part de leurs équipes. La recherche montre que lorsqu'un leader perd son sang-froid, même si c'est justifié, son équipe perd confiance en sa capacité à gérer des crises plus importantes. S'il ne peut pas gérer un commentaire sarcastique, se disent-ils, comment va-t-il gérer une crise réelle? Mais lorsqu'un leader garde son sang-froid sous pression, son équipe pense exactement le contraire. S'il peut gérer cela avec calme, il peut gérer n'importe quoi. C'est la différence entre réagir et répondre. Antoine aurait perdu s'il avait explosé. Il aurait perdu s'il avait ignoré. Mais il a répondu stratégiquement, dans le calme, avec un objectif clair. Maintenant,
Laisse-moi t'expliquer quelque chose que la plupart des conseils sur la gestion du manque de respect omettent. Le coût interne de garder son calme. Les chercheurs ont découvert que supprimer les émotions a un prix. Si tu enfouis simplement la rage sans la traiter, cette rage ne disparaît pas, elle s'accumule, et elle finit par exploser au moment le moins opportun. C'est pourquoi les outils que je t'ai donnés ne visent pas à supprimer les émotions. Ils visent à les traiter différemment. L'étiquetage émotionnel ne supprime pas, il reconnaît. La pause n'évite pas, elle permet. La distanciation ne nie pas, elle recadre. La différence est cruciale. Après un manque de respect, même si tu as répondu parfaitement, tu dois traiter ce que tu as ressenti. Parle à quelqu'un de confiance. Écris sur l'expérience. Permets aux émotions de fluer dans un espace sûr. Ce que tu ne traites pas te contrôle. Mais il y a autre chose dont je dois t'avertir. Garder son calme ne signifie pas tolérer un abus systématique. Si quelqu'un te manque de respect répétitivement, si la tendance ne change pas malgré tes réponses stratégiques, la bonne réponse peut être de t'éloigner de cette relation. Machiavel a écrit sur le fait de savoir quand se retirer. Un général sage ne mène pas des batailles qu'il ne peut pas gagner. Parfois, la victoire est de ne pas être présent pour le prochain manque de respect. Cela s'applique aux emplois, aux relations, aux amitiés. Il y a des personnes dont le seul but semble être de drainer ton énergie. Et la réponse la plus puissante à ces personnes est de les retirer de ta vie. Pas avec du drame, pas avec des explications, simplement t'éloigner. Mais il y a un dernier point que je dois aborder avant de terminer. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Si tu as passé des années à réagir au manque de respect, tu ne vas pas te transformer en un maître du calme après avoir regardé une vidéo. Ce n'est pas réaliste. Ce que tu peux faire, c'est commencer petit. La prochaine fois que quelqu'un t'énerve, même si c'est quelque chose de mineur, pratique la pause de 3 secondes. Pratique l'étiquetage émotionnel. Pratique la respiration. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être un peu meilleur qu'hier. Avec le temps, ces petites pratiques s'accumulent. Ton cerveau se recable littéralement. Les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal se renforcent. Ce qui demande aujourd'hui un effort conscient deviendra plus automatique demain. Les chercheurs ont découvert que même 2 semaines de pratique de la maîtrise de soi peuvent y produire des changements mesurables dans la réponse émotionnelle. Pas des années, des semaines. Mais tu dois commencer. Tu dois pratiquer. Tu dois échouer et réessayer. Chaque fois que tu restes calme alors qu'avant tu aurais explosé, tu gagnes. Chaque fois que tu réponds au lieu de réagir, tu construis du pouvoir. Et avec suffisamment de pratique, tu arriveras à un point où le calme n'est plus un effort. C'est simplement qui tu es. Maintenant, laisse-moi résumer ce que nous avons couvert, parce qu'il y a beaucoup à digérer. Quand quelqu'un te manque de respect, ton cerveau active une réponse de survie qui déconnecte ta capacité à penser clairement. C'est biologique. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais tu peux contrer cela avec des outils spécifiques. L'étiquetage émotionnel reconnecte ton cortex préfrontal en nommant ce que tu ressens. La pause stratégique te donne le temps de laisser passer le détournement de l'amygdale et tu peux choisir ta réponse. La technique de la distanciation réduit l'intensité émotionnelle en adoptant la perspective d'un observateur. Et la pratique constante entraîne ton cerveau à répondre au lieu de réagir, transformant ce qui au début demande un effort conscient en quelque chose de plus automatique. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir n'est pas de gagner chaque confrontation. Il est de choisir quelle confrontation mérite ton énergie et comment tu les abordes. La personne qui perd son calme perd la bataille. Toujours, sans exception. Mais la personne qui reste calme sous attaque gagne quelque chose de plus précieux que n'importe quelle discussion. Elle gagne le respect des autres et d'elle-même. Si cette vidéo vous a aidé à percevoir les manques de respect sous un jour différent, si elle vous a fourni des outils utilisables la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, alors la création de ce contenu aura valu la peine. J'ai passé des heures à explorer les neurosciences, à étudier la stratégie, à traduire des concepts complexes en langage pratique, parce que je crois fermement que cette connaissance
peut transformer votre manière de naviguer dans le monde. Imaginez avoir les clés pour déjouer les pièges de la manipulation, un peu comme Richelieu déjouait les complots à la cour. Si vous souhaitez soutenir ce travail, le Super Thanks juste en dessous est une façon de le faire. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre manière de dire que ce type de contenu est important, que les outils pour garder le contrôle méritent d'être partagés. Chaque Super Thanks me permet de continuer à vous apporter ces révélations, à continuer à éclairer ces dynamiques de pouvoir que personne ne vous enseigne, à continuer à vous aider à répondre au lieu de réagir, comme un bon stratège sur un champ de bataille. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, quel a été le manque de respect face auquel il a été le plus difficile de ne pas réagir? Comment l'avez-vous géré? Qu'avez-vous appris? Je lis tous les commentaires. Et fréquemment, les histoires que vous partagez sont aussi précieuses que tout ce que je pourrais dire. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Des milliers de personnes regardant cette vidéo ont affronté des situations similaires. Savoir cela peut aider à trouver la force, le courage, la résilience. Souvenez-vous, réagir, c'est perdre le contrôle. Répondre, c'est exercer le pouvoir, comme un acteur qui choisit son rôle, au lieu de se laisser emporter par l'improvisation. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, vous avez un choix. Vous pouvez laisser votre amygdale vous séquestrer et perdre 2 fois. Ton sang ne fait qu'un tour. Ta mâchoire se contracte. Tu perds le contrôle. Ou vous pouvez utiliser ces outils, garder votre calme et répondre avec force et une stratégie réfléchie. Machiavel le savait il y a 5 siècles. La neuroscience l'a confirmé maintenant. Vous le savez. Antoine. Vous le savez aussi. Le pouvoir réel n'est pas de gagner chaque affrontement. Il est de choisir les affrontements qui méritent votre énergie. C'est savoir quand dégainer son épée et quand la rengainer. Et quand vous choisissez de répondre au lieu de réagir, vous démontrez un niveau de maîtrise de soi que très peu de personnes atteignent. Un peu comme un étudiant de la Sorbonne maîtrisant sa dissertation. Malgré la pression, cette maîtrise est votre véritable pouvoir. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut le contrôler. Il est entièrement à vous. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, souvenez-vous de ceci. Vous avez des outils. Vous avez des connaissances. Vous avez la capacité de choisir. Ne laissez personne vous voler votre calme, parce que votre calme est votre pouvoir. Le choix vous appartient. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.